Bienvenue au Proprio Podcast, le rendez-vous des passionnés d'immobilier multirésidentiel et commercial où on dit les vraies affaires. Des chroniqueurs, des invités, des discussions franches, nos opinions sans filtre. Pour les investisseurs, développeurs, promoteurs et proprios engagés. Animé par Michael Faleski et Karine Mercier. Le Proprio Podcast où l'on parle immobilier. Bienvenue à une autre chronique de notre Proprio Podcast. Nous aurons dans notre podcast 4 chroniqueurs qui, tout au long de la saison et même de l'année 2025, qui viendront nous faire des mises à jour sur le marché immobilier. On en a un qui va venir nous parler du domaine de la construction, un autre des avancées sur l'intelligence artificielle. On a un courtier hypothécaire également pour nous parler de financement. Et finalement, on a un fiscaliste qui va venir nous aborder un sujet complexe qui est la fiscalité immobilière. Avant de plonger dans cette première chronique, un immense merci à notre commanditaire Wi-Fi Québec qui soutient le podcast. Wi-Fi Québec, c'est maintenant un incontournable là, pour les propriétaires qui fournissent Internet à leurs locataires. Dans les dernières années, on est plusieurs à avoir été coupés, même surveillés par les distributeurs de réseau. On a dû se revirer de bord, payer des frais onéreux pour continuer d'offrir le service. Avec Wi-Fi Québec, là, on a un service clé en main, une connectivité sécuritaire rapide, un service de redistribution aux locataires. Ils fournissent aussi l'équipement, l'installation, le service après-vente. C'est impeccable. Et bien sûr, merci à vous tous d'être à l'écoute de notre tout nouveau podcast. Aujourd'hui, on a une belle annonce à vous faire. Là, pour cette saison, on a le privilège d'accueillir un chroniqueur qui viendra nous éclairer sur un sujet essentiel des investisseurs immobiliers qui est la fiscalité. Alors, c'est avec grand plaisir qu'on reçoit Yvan Fournier de chez Barricade. Là, il va venir à quelques reprises là, pour nous partager son expertise, ses conseils précieux aussi pour optimiser vos investissements immobiliers, puis aussi pour mieux comprendre là, l'implication fiscale dans l'immobilier. Alors, bonjour Yvan, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Oui. Toi aussi? Oui, merci. Merci de participer à notre podcast là, pour la première saison et probablement la deuxième, là, on verra. D'abord, là, pour les gens peut-être qui ne te connaissent pas, tu veux-tu un petit peu nous dire ton parcours et qui tu es? Parfait. En fait, c'est ça, assez simple. J'ai un bac en finance, une maîtrise en fiscalité. Je pratique depuis 2013 à temps plein dans la fiscalité. Fait que quand même pas mal d'heures de pilotage au volant. C'est sûr que la fiscalité, c'est quand même assez complexe. Ça évolue aussi. Des projets de loi qui sortent, des modifications de la loi. Le gouvernement essaie de comment dire, contrer des stratégies fiscales qui semblent agressives à leurs yeux. Fait que la loi est en constante évolution. Fait que nous, on suit ça de près. On a une équipe chez Barricade là, d'à peu près une vingtaine de fiscalistes. Donc, c'est sûr que la force de l'équipe fait aussi là, évoluer les choses. Puis moi, c'est ça. Je fais de la fiscalité, comme je disais, depuis 2013 à temps plein. Je suis propriétaire immobilier, donc c'est sûr que ça m'intéresse depuis plusieurs années. Un peu plus concrètement, je vous dirais depuis 2015-2016 là, que je suis un petit peu plus le nez là-dedans, là, au day-to-day dans la fiscalité immobilière. Ça ressemble à ça. On vient de finir avec des partenaires, je viens de finir un projet de construction neuve. Je suis également sur le terrain un petit peu aussi. Fait que ça m'aide à mieux, je pense. À mieux comprendre la réalité là, des investisseurs. Exactement. Au niveau des les enjeux que mes clients vivent, les bouts plus crunchy, les bouts un petit peu plus, comme je disais, sur le terrain, mais aussi d'un papier là, au niveau du financement, au niveau de la fiscalité, tout ça, c'est sûr. Puis de la comptabilité, même chose. T'sais. On n'est pas tout le temps le nez dans la comptabilité, mais c'est un domaine connexe à la fiscalité. Fait que ça m'aide à mieux comprendre. Puis justement, la réalité des entrepreneurs, des immopreneurs, comme certains appellent, puis des propriétaires immobiliers. Donc, on est là-dedans depuis une couple d'années. Ouais. Bon, bien, parfait. Puis là, présentement, pour notre chronique, tu es venu nous parler d'un quand même un assez gros sujet. Là. En fait, c'est l'achat d'un parc immobilier, mais via des transactions d'actions. Donc, sans acheter nécessairement l'actif, passer par le rachat de compagnie. Tu vas pouvoir nous éclairer un peu plus sur le sujet. Là. C'est sûr que c'est un sujet assez long qu'on va raccourcir un petit peu. Puis, je pense que tu voulais finir aussi pour parler là, du taux d'inclusion, du gain en capital. Là, en ce moment, ça brasse un peu des nouvelles. Là, donc, Exact. On peut enchaîner sur ces sujets-là. Au niveau de l'achat par action, en fait, l'idée, c'est ça. C'est vraiment de donner quelques réflexes aux gens qui nous écoutent. Là, puis aussi un peu on pourrait dire, de décortiquer un petit peu cette bébête-là. Dans le fond, grosso modo, ce qu'on veut présenter ou ce que nous, on essaie d'inculquer à nos clients ou la plus-value qu'on essaie de donner à nos clients au niveau de cette stratégie fiscale-là, c'est en fait de dire, surtout, il n'y a pas nécessairement d'âge, il n'y a pas nécessairement de recette magique, là, c'est tout le temps du cas par cas, mais on le voit, c'est intéressant pour des plus jeunes investisseurs qui ont moins de mise de fonds. C'est un peu ça l'avantage, dans le fond, d'aller chercher une transaction, un des avantages, je dirais, d'aller chercher une transaction par action,
en fait, c'est que dans un certain sens, je le résume très simplement, mais dans un certain sens, ça permet, dans plusieurs cas, d'aller réduire la mise de fonds. Pourquoi? C'est qu'en fait, on va dire, plutôt que d'acheter l'actif puis de donner, mettons, exemple, je sais pas moi, 20-25% de mise de fonds dans un conventionnel, bien, on peut, dans une transaction d'action, peut être un petit peu plus créatif, puis on peut aussi un peu plus de négociation, un peu plus de fourchette de négociation sur une telle transaction. Pourquoi? C'est qu'en fait, en achetant les actions d'une compagnie, dans bien des cas, on achète un passé fiscal. On achète des impôts latents que le vendeur a accumulés au fil des années de l'exploitation de son parc. Donc, on a juste à imaginer une compagnie qui détient, mettons, on va prendre un exemple très simple, une compagnie qui détient un parc immobilier de 100 logements. Acheter des immeubles locatifs graduellement, progressivement au cours des 10-15 dernières années. C'est sûr que son immeuble qu'il a acheté il y a 15-20 ans, bien, lui, il a peut-être payé, mettons, je vais dire un exemple très simple, peut-être payé à l'époque 500 000 pour un 12 logements, qui aujourd'hui vaut 2,5 millions. Donc là, il y a 2 millions dans mon exemple, il y a 2 millions de plus-value latente sur l'immeuble, de gain en capital. Donc, tant aussi longtemps que je n'ai pas vendu l'immeuble, bien, ce gain-là n'est pas matérialisé d'un point de vue fiscal. Donc, en achetant les actions de la compagnie, je ne vais pas nécessairement matérialiser le gain sur l'immeuble. Par contre, le vendeur, lui, va matérialiser du gain latent sur les actions. Si les immeubles ont pris de la valeur, ça implique forcément que les actions ont pris de la valeur. Mais c'est un petit peu ça. Fait qu'on va aller matérialiser, on va aller travailler sur un calcul d'escompte. Le point de vue ou le principe, c'est en fait de dire, si j'achète un immeuble, ben, je vais payer 1 pièce pour 1 pièce l'actif. On va dire un immeuble qui vaut 2,5. Ben, généralement, c'est toute réserve, mais généralement, on va payer 2,5 l'immeuble. Bien, un immeuble qui serait unique dans une compagnie, il n'y a pas d'autres actifs, on va simplifier la situation. Donc, si j'ai un actif qui vaut 2,5 millions, pas de dette, bien, on peut présumer que la société vaut 2,5 millions. Par contre, c'est sûr que si on considère les impôts latents, récupération d'amortissement et autres, bien, à ce moment-là, c'est là qu'on va pouvoir travailler avec le vendeur un escompte. Puis, ultimement, le but, c'est de dire, pour le vendeur, je n'ai pas de désavantage à faire ça. Quand on fait un calcul de liquidité nette, à savoir, après impôt, il me reste combien d'argent dans les poches du vendeur, bien, c'est sûr que si on demande un escompte, là, je lance un chiffre comme ça, si on demande un escompte de 500 000, bien là, le vendeur, ça se peut qu'il dise, bien là, il m'en reste moins dans mes poches que si j'avais vendu l'actif puis j'avais décaissé ma compagnie. Puis qui payait l'impôt. L'impôt. Fait que là, ça n'a pas de sens. Fait qu'il y a tout le temps ce qu'on appelle un point d'inflexion pour dire, bien écoute, on est où qu'on peut trouver une solution gagnante pour le vendeur, puis une solution gagnante pour l'acheteur. C'est un peu d'aller dire au vendeur, au lieu de te retourner puis d'aller payer de l'impôt au gouvernement, on réduit ton prix, puis on transfère ton impôt à l'acheteur, en fait. Exact. C'est un peu ça. Là. C'est une passation d'impôts futurs à une prochaine génération, qu'on pourrait dire, un acheteur. Un acheteur qui reprend justement la compagnie. Puis est-ce que ça permet aussi, tu sais, quand tu parlais de mise de fonds et tout ça, est-ce que ça permet aussi de venir, entre guillemets, camoufler une balance de vente dans le sens où, quand on achète un immeuble, si on veut que le propriétaire nous fasse une balance, il faut souvent la déclarer. Des fois, le financement, ça devient complexe. Là, on l'a vu par les années passées avec la SCHL, exemple. En achat d'actions, est-ce que le propriétaire peut venir faire une balance sur son achat d'entreprise? À ce moment-là, le financement est différent, la balance est pas vue de la même façon? Est-ce que... Bien, c'est un petit peu ça, parce qu'en fait, en réalité, c'est sûr que ça dépend tout le temps du jeu de la négociation. Tu sais, le vendeur qui, prenons un exemple, je continue avec mon exemple de 2,5 millions. C'est sûr que si le vendeur, exemple, dans une situation qui semble un peu hypothétique, là, mais dans une situation où le vendeur est prêt à financer 2,5 millions, puis qui n'est pas nécessairement une offre formelle, où il ne demande pas formellement d'avoir une garantie de premier rang sur l'immeuble, c'est là qu'on pourrait effectivement, comme tu le mentionnes, aller avec un financement un petit peu plus créatif. On pourrait donner une garantie sur les actions. On pourrait aussi, avoir enregistrement d'une hypothèque sur l'immeuble ou non. Là, comme on vient de parler, ça reste un jeu de négociation. Puis c'est là qu'effectivement, on peut réduire d'une certaine façon la mise de fonds. Pourquoi? J'explique rapidement. En fait, si on dit que l'immeuble, on va chercher un escompte, prenons comme exemple 300 000. Donc, au lieu de payer 2,5 millions pour l'immeuble, je vais chercher un escompte de 300 000. Dans notre exemple, il n'y avait pas de dette. Donc, je paye 2,2 millions pour les actions. Dans un cas comme ça, si le vendeur est prêt à nous attendre un petit peu, donc là, on pourrait mettre en place un financement ou simplement attendre quelques mois, faire un projet d'optimisation, par exemple. Puis là, soudainement, je pourrais tantôt aller chercher, vu que la transaction par action va être une transaction sous seing privé. Donc, ça ne laisse pas nécessairement de trace à combien j'ai transigé la compagnie.
Donc, on attend quelques mois. Après ça, ensuite, on va faire de l'optimisation ou non dans le projet, tout dépendant du projet. Puis ensuite de ça, on va aller se refinancer avec un financement conventionnel ou un financement assuré, peu importe. Là. Puis, c'est là que si moi, je dois payer 2,2 millions, mais que tantôt, je suis financé, grosso modo, on va dire, pour les fins de discussion, on va garder la même valeur d'actif à 2,5 millions. Puis disons qu'on fait des chiffrons, on va chercher 80% de financement. Je vais chercher 2 millions. Donc, dans mon premier exemple, si je jette les actifs, je donne 500 000 de mise de fonds. J'ai le même financement, 80 2 millions. Ouais. Donc, je donne 500 000 de mise de fonds. Dans le deuxième exemple, j'accepte une dette fiscale, mais j'ai payé 2,2. Je suis capable tantôt de me refinancer dans quelques mois à 2,5, sur le même 2,5 la valeur d'actifs. Donc, je vais chercher 2 millions de financement. Donc là, il me reste mon effort que j'ai à fournir, c'est 200 000 et non pas 500 000. Donc, d'où l'avantage pour l'acheteur de dire, OK, je ramasse une dette. Puis en fait, en réalité, si on fait l'équation, l'acheteur, il paye le même prix. J'ai payé 200 000 de mise de fonds, j'ai une dette de 2 millions, ça fait 2,2. Puis j'ai négocié un escompte. Mon escompte, c'est quoi? C'est un passif d'impôt futur de 300 000. Donc 2 millions plus 200 000 de mise de fonds, plus mon passif d'impôt futur de 300 000, ça fait notre 2,5. Par contre, mon passif d'impôt futur, je vais le payer dans 5, 10, 15, 20 ans quand je vais revendre le parc. Je peux même le payer peut-être dans 40 ans si je suis un jeune investisseur et que je veux garder cet immeuble-là dans mon portefeuille à très long terme. Ou remettre à une succession ou revendre aussi par achat d'actions. Exactement. Donc, ça, c'est un des attraits principaux. C'est vraiment au niveau de réduire notre mise de fonds. C'est sûr, comme je disais, ça vient pas... Il y a un coût de renonciation à ça, dans le sens que, oui, j'ai un passif d'impôt futur. J'ai aussi, si je ramasse les attributs fiscaux de la compagnie, ça veut dire que j'ai moins d'amortissement dans les prochaines années. Parce que le parc, tantôt dans notre exemple, on avait acheté la compagnie avait acheté l'immeuble il y a 15-20 ans à 500 000. Donc, c'est sûr que j'ai pas l'amortissement que j'aurais si j'achète l'immeuble actif en tant que tel. Ouais. Donc, il y a un coût aussi, il y a un coût à ça. Mais si on l'embarque dans une stratégie globale au niveau de notre parc immobilier puis notre structure corporative, ça peut être vraiment payant. Ça, j'imagine que tout ça, vous le calculez, là, toute la vérification fiscale que vous faites, peu importe le nombre d'années que cette compagnie-là existe, la contamination qu'elle a eue, si elle a eu d'autres choses, des ventes, vous analysez toutes les dettes, tout le passif un peu de cette compagnie-là, puis c'est là où vous venez de dire, voici la réduction qui serait logique de faire sur le prix pour que l'acheteur ne soit pas pénalisé. Tout à fait. Tout à fait, c'est en plein ça. On va venir décortiquer, disséquer, là, mettez le mot que vous voulez. Là. On va venir décortiquer le parc immobilier. On va vraiment travailler avec les attributs fiscaux. Il y a des immeubles qui vont avoir été achetés plus récemment. Des immeubles de la compagnie vont avoir été achetés vraiment il y a plus longtemps, depuis plusieurs années. Naturellement, l'amortissement à chaque année, c'est un choix fiscal, l'amortissement. Donc, il y a peut-être des années où la société a pris beaucoup d'amortissement, le maximum permis. Il y a peut-être des années où elle n'en a pas pris pour toutes sortes de raisons. Donc, c'est vraiment tout ça qu'on va regarder. Puis, on va vraiment faire un calcul précis à savoir, voici les impôts latents, ça ressemble à quoi. Puis voici, on va souvent travailler aussi avec une espèce de taux d'actualisation, de dire, écoute, ma pièce d'impôt que j'ai à payer aujourd'hui, ou ma pièce d'impôt que je vais payer dans 20 ans, comment qu'elle vaut aujourd'hui. On travaille aussi avec des concepts de finance, puis on va chercher justement des valeurs actualisées pour représenter un petit peu la réalité là, de chaque partie. Puis comment vous faites pour vérifier si tout est payé dans la compagnie, s'il n'y a pas des taxes non payées, de l'impôt non payé? Ça, vous avez accès à toute cette information-là? Effectivement, que dans le cadre du due diligence, on peut, tout dépendant encore une fois, un jeu de négo, mais on va demander justement ces informations-là fiscales. On va aller, entre autres, sur l'avis de cotisation, là, on va le voir là, justement s'il y a des doses. En fait, s'il y a des cotisations, des impôts impayés, des trucs comme ça. Okay. C'est sûr qu'après ça, oui, c'est plus large, c'est plus complexe que ça, mais on va régler une bonne partie. Naturellement aussi, il y a une bonne partie qui se passe dans le contrat juridique. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas nécessairement mettre en place la même documentation juridique que si on avait un transfert d'actifs, un achat d'immeuble conventionnel. Là, on passe chez le notaire. Naturellement, il y a des clauses de garantie, représentation garantie à la fois chez le notaire quand on fait un achat d'actifs. Le notaire, il vérifie aussi s'il y a des choses impayées. Exactement, quelques vérifications. Mais c'est sûr que le contrat d'achat-vente d'action va être légèrement plus complexe que le contrat notarié d'un immeuble standard, mettons. Ça doit passer... c'est-tu obligatoire de passer par un avocat ou c'est juste fortement recommandé? Je dirais que c'est fortement recommandé. Okay. Parce que le notaire pourrait le faire, puis il y a des très, très bons notaires, là, dans le sens qu'il y en a qui sont habilités à la faire, à les faire, ces contrats-là. C'est sûr qu'au niveau du contrat par action, on ne se cachera pas qu'un avocat en droit des affaires va souvent avoir une petite longueur d'avance dans certains cas. Fait que c'est sûr que
l'idée derrière ça, en fait, c'est juste de choisir un professionnel qui s'y connaît puis qui est capable de mener à bien, là, puis de mettre les bonnes clauses au bon moment, aux bons endroits, de faire les bons suivis, les bonnes vérifications aussi, tout ça. Entre autres, c'est ça. Au niveau des actions, est-ce que les actions ont été mises en garantie? Un peu de la même façon que les immeubles. Est-ce que les actions ont été données en garantie? Est-ce qu'il y a des hypothèques d'enregistrer? Dans le cas d'une action, on va parler d'une hypothèque immobilière, mais c'est le même principe qu'une hypothèque immobilière, sensiblement. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Autre point qui est vraiment intéressant aussi, c'est le fameux droit de mutation. Si je jette les actions de la compagnie, c'est vrai. Je vais être capable dans presque, je dirais pas 100% des cas, mais dans une très grande proportion des cas, des dossiers, on va être capable d'éviter en fait le droit de mutation parce que le principe, c'est que le droit de mutation s'applique sur le transfert d'un immeuble. Si je ne bouge pas les immeubles de place, dans le cas où on parle d'un achat par action, donc je ne bouge pas les immeubles, la compagnie demeure propriétaire des immeubles, puis en fait, c'est ça, c'est seulement le véhicule qui va bouger. Le véhicule étant les actions de la compagnie. C'est les actionnaires qui changent. Exactement. Ouais. Donc, à ce moment-là, on change le contenant et non pas le contenu. C'est ça qui bouge. Puis, dans ce contexte-là, il n'y a pas de droit de mutation qui s'applique sur un transfert d'action. OK. Puis la ville, si tout le monde se met à transiger comme ça, ils n'ont pas leur mot à dire. Ils ne peuvent pas donner une taxe de mutation pareille, même si tu achètes un gros parc immobilier en rachat d'actions. T'as-tu déjà vu ça ou... Non, mais parce c'est que ça, la ville va manquer de fonds si tout le monde se met à acheter comme ça. Ben c'est sûr que la ville va ajuster. C'est sûr que si à un moment donné, on arrive avec un pourcentage, un volume du parc immobilier dans X, Y, Z villes qui se transigent par action, c'est sûr que la ville va probablement avoir quelques rentrées de fonds en moins, tu sais. La ville, à ce moment-là, va probablement ajuster elle va changer que la ville, sa loi. C'est ça, soit ajuster la loi ou encore elle va ajuster son taux de taxation pour dire, OK, je collecte moins de taxes de mutation, mais on va collecter plus de taxes municipales. Ouais. Puis ils vont s'ajuster comme ça. Les villes sont pas là pour perdre de l'argent. Ils sont pas fous. Ils vont pas le tout voir. Le temps. Ouais, c'est ça. OK, excellent. Ça, parfait. À propos de ça, avais-tu d'autres... En fait, peut-être un petit dernier conseil vraiment généraux. C'est sûr que le conseil général ou les conseils généraux que je vous dirais à cet effet-là, c'est sûr que si on regarde pour un achat par action, c'est de se mettre dans un mindset, dans un thinking d'achat par action dès le début. C'est sûr que, puis je ne veux pas manquer de respect à personne, mais c'est sûr que si on fait juste une promesse d'achat-vente avec le bon vieux modèle soit du proprio ou soit de l'OACIQ, ça risque de ne pas faire la job. C'est vraiment, quand on parle d'une négociation puis une transaction future sur les actions, là, vraiment, on va parler d'une lettre d'intention d'achat. Une lettre d'intention qui permet justement d'établir certaines clauses, certaines balises dans la transaction. Qu'est-ce qui arrive avec les créances irrécouvrables? Qu'est-ce qui arrive avec les fournisseurs impayés? Qu'est-ce qui arrive avec telle clause, tel objet, telle affaire? C'est ça qu'on va venir baliser. Puis après ça, oui, il y a tout le temps un jeu de négo. Fait que ça se peut que ça se relance la balle une fois, deux fois, trois fois. Mais on va venir baliser ça dans une lettre d'intention. Donc ça, souvent, ça part avec justement soit un notaire, soit un avocat, un professionnel. Ouais. Le rôle du comptable aussi est important, le rôle du fiscaliste. Donc, tous ces intervenants-là, ensemble, vont... Vous allez monter le dossier conjointement pour le client qui veut acheter. Exactement. Fait que ça part de là. Puis après ça, là, c'est sûr que, après ça, oui, comme on disait, après ça, il y a tout ce qui est, mettons qu'on va appeler, là, chez moi le terme en anglais, mais tout ce qu'on va appeler le due diligence. Donc, au niveau, oui, l'inspection des immeubles, ça ne change rien. On fait quand même l'inspection des immeubles, tout ça. Il va y avoir aussi l'inspection de, OK, c'est qui les actionnaires, comme on dit tantôt, est-ce que les actions ont été hypothéquées ou non? Après ça, c'est quoi la dette fiscale? C'est quoi le risque fiscal? Est-ce que j'ai eu des loyers commerciaux dans les dernières années puis que j'ai pas remis, que le vendeur, la compagnie en soi n'a pas remis la taxe, tout ça. Donc, c'est tout ce processus-là de vérification fiscale qu'on va vérifier. Après ça, c'est sûr qu'il y a aussi, est-ce que les états financiers de la compagnie, parce que ça, c'est sûr que c'est une pierre angulaire de nos calculs fiscaux, est-ce que les états financiers sont solides ou s'il y a des failles dans les états financiers? Sont-tu vrais aussi? Ça peut être ça aussi, carrément. On voit souvent beaucoup des missions de compilation, là, ce qu'on appelle des avis au lecteur, missions de compilation. Là, on voit beaucoup ça dans les parcs immobiliers. Oui, il n'y a pas de vérification vraiment. C'est ça, exactement. Et, comptable, quand il y en a un impliqué dans le dossier, pogne les chiffres du client. Puis si ça balance, souvent, ça s'arrête pas mal là. Puis il y en a qui vont vraiment plus loin. Il y en a qui vont faire un travail très exhaustif au même titre qu'une mission d'examen ou quelque chose comme ça. C'est juste qu'ils vont pas donner le titre de mission d'examen. Ils ne vont pas nécessairement engager leur responsabilité. Fait qu'il faut pas généraliser. Là. Il y a des états financiers qui sont très solides. Mais c'est sûr que des fois, il y a place, des fois un petit peu... Puis c'est un petit peu ça le rôle, dans le fond, dans le cadre du due diligence au niveau comptable. Regardez, écoute,
les données que j'ai là devant moi sur les états financiers, est-ce qu'ils font du sens ou non? Oui. Puis est-ce que parfois, là, on parle de rachat d'actions à 100%, mais j'imagine qu'il y en a que, comme tu as dit, sont plus jeunes, ils veulent acheter un gros parc, c'est du rachat d'actions. Est-ce que parfois tu vois ça étalé sur quelques années? Oui, Donc, au début, on achète un 15% des actions. Le vendeur reste actionnaire avec, je sais pas moi, pour apprendre le parc, pour un niveau de mise de fonds, balance. Il reste en place. Donc, oui, c'est une très bonne question. Puis, effectivement, qu'il peut y avoir un transfert des actions progressif. Dans le sens où peut être très bien l'acheteur qui veut, pour toutes sortes de raisons, ça se négocie comme ça, n'a pas nécessairement de mise de fonds à mettre. Donc, ça peut être négocié avec le vendeur. Écoute, gars, j'ai pas nécessairement de mise de fonds à mettre. Par contre, j'ai de l'expérience, j'ai une optimisation que je peux mettre en place, j'ai du temps à donner. Ben, si tu acceptes il peut y avoir naturellement, c'est un jeu de négo, comme on disait tout le temps, mais si tu acceptes de me vendre 50% des actions, ben moi, je pourrais faire prendre de la valeur à ton parc. On pourrait mettre en place une stratégie de transfert progressif. Puis tantôt, ultimement, le vendeur qui vend, par exemple, un premier bout de 50% de sa compagnie, mais qu'il demeure propriétaire à 50%, quelqu'un qui prend la relève sur le terrain, fait créer de la valeur dans le parc. Puis à ce moment-là, le vendeur vend son deuxième bout tantôt. Là, il peut aller chercher une plus-value exact un peu plus chère parce que les immeubles ont pris de la valeur, tout à fait. Excellent. Puis sinon, voulais-tu nous parler un petit peu là, présentement du taux en gain capital, qu'on ne sait pas trop si ça va bouger? Oui, on peut embarquer sur le sujet. Le sujet peut vite venir complexe. Il y a toute une game politique là-dedans aussi. Ouais. Mais grosso modo, c'est ça. C'est qu'il y a eu si on fait un petit recap de tout ça, il y a eu des annonces là, au niveau du gouvernement fédéral en avril 2024. Donc, le gouvernement a annoncé ça un petit peu, je dirais un petit peu à la va-vite, là, en quelque sorte. Là, annonce un projet de loi. Puis là, on peut se questionner à savoir jusqu'à quel point il avait pensé à toutes les avenues potentielles de ça. Finalement, le projet de loi n'a jamais été sanctionné. Puis là, après ça, ben là, la suite politique, on la connaît un petit peu. Là. Justin Trudeau qui annonce qu'il va quitter. Exactement. Fait que là, on a encore un gouvernement libéral, tout ça. Mais là, grosso modo, il y avait beaucoup d'incertitudes. Puis là, on a eu dernièrement, pas plus tard qu'à la fin janvier, on a eu un petit peu de précision là-dessus. Donc, les libéraux ont annoncé là, que justement, ils allaient mettre sur la glace temporairement ce projet-là d'augmenter le taux d'inclusion du gain capital à 66,2 %. Donc, ils ont annoncé qu'ils le reportaient au 1er janvier. Cette mesure-là allait être reportée au 1er janvier 2026. Donc, ça a pour effet que là, on a un petit peu plus de temps devant nous. Il y a certains clients, il y a certains propriétaires de parcs qui avaient cristallisé des fois la plus-value latente. Là, on avait jusqu'au 24 juin, là, au plus tard le 24 juin, pour cristalliser, pour entre autres là, profiter de la mesure qui avait été annoncée en avril 2024. Puis là, c'est ça, on a appris dernièrement que justement cette mesure-là est reportée au 1er janvier 2026. Puis là, on est encore un petit peu malheureusement dans l'incertitude, à savoir que vraiment, c'est un projet de loi qui n'est pas encore sanctionné. Les conservateurs avaient annoncé dans le cadre de ce projet de loi, puis un petit peu tout l'aspect politique qu'eux autres n'étaient pas en accord. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi que le projet de loi n'a pas été sanctionné. Il n'y a pas l'accord de tous les partis politiques. Donc ça allait amener... Ça nous amène en fait des questionnements à savoir est-ce que le 1er janvier 2026, on va être vraiment assis sur un taux d'inclusion à 66,2 %? C'est dur de dire oui à 100 % parce qu'il pourrait y avoir un changement de gouvernement. Il y a aussi des personnes à la chefferie du Parti libéral qui eux autres ne sont pas vraiment en accord avec cette mesure-là. Donc, ont même annoncé via leurs réseaux sociaux ou autres, via les médias, que ça se pouvait que cette mesure-là tombe. Là, c'est dur un petit peu de voir. Fait que, jusqu'à preuve du contraire, on travaille encore avec des gains en capital dont le taux d'inclusion est à 50 %. Là, à suivre, ça va être modifié. C'est sûr que ceux-là qui avaient manqué le bateau en avril, mai, juin dernier, ben là, on a un petit répit à savoir est-ce que ces mesures-là vont être en place à partir de janvier. Bon, on n'a pas de boule de cristal personne, mais on peut présumer que il y a des chances que ce soit aboli comme projet de loi, mais en même temps, il faut se préparer à peut-être justement que ce projet de loi-là, c'est ça, exact, à l'avant. Fait que là, on a encore du temps pour transiger, mais c'est sûr que quelqu'un qui veut garder son parc à long terme, cette mesure-là ne l'implique pas nécessairement. Par contre, quelqu'un qui est en mode vente dans le prochain 6 mois, 12 mois, il va falloir qu'il accélère un petit peu. C'est ça. Là, c'est là qu'il y aura peut-être une petite décision à prendre dans ce sens-là. Excellent. Ben, écoute, merci beaucoup, Yvan. On va se revoir dans une prochaine chronique. Parfait, pas de problème. Merci. Merci à vous.
Puis sinon, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas d'aller vous abonner sur notre chaîne YouTube. Suivez-nous aussi sur Balado, Spotify et les autres diffuseurs pour rien manquer.